tous les enfants de nos parents et de nos grands-parents. On hérite d'hérédité. Et à un moment, si on a des grands-parents obèses ou si on a des parents obèses, il y a des risques de devenir obèse génétiquement. Pas parce qu'on mange n'importe quoi, parce que le truc, c'est que génétiquement, on est fait pour stocker. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé, à votre silhouette ce matin avec le retour du docteur Régina Alouche. Comment allez-vous, docteur ? Écoutez, très bien, les vacances étaient superbes, on s'est reposé. Cette année, j'ai vraiment rien fait, mais rien. Est-ce qu'on en parle de vos vacances ? Parce que je sais que c'est un sujet de tous les auditeurs de Beurre FM, de savoir comment se sont passées vos vacances à Miami, docteur Alouche. À Miami, je vais à Miami parce que j'ai un programme là-bas que je développe pour le prédiabète. Et j'en profite pour allier en fait programme travail et programme vacances. Mais cette année, je dois avouer que j'ai fait que vacances. Et c'était très bon. Est-ce que vous êtes allé dans des maisons avec des fours, avec encore la notice à l'intérieur ou pas ? Oui, non. Parce qu'aux États-Unis, c'est assez courant. C'est comme ça. C'est-à-dire les cuisines sont nickel. Les Américains ont des cuisines extraordinaires. C'est avec le pavé central, les machines et tout. Et vous allez chez les gens qui sont là depuis 10 ans, vous ouvrez le four, il y a la doc dedans. Ça veut dire qu'ils n'en se sont jamais servis. Et ça, c'est un vrai problème pour l'Amérique. C'est qu'en fait, le repas, ça socialise. Le repas, c'est un moment très, très important. Et au fond, eux ne le font pas. C'est-à-dire, chacun vient, prend un peu de pain, prend du jambon, prend du fromage, prend de la mayonnaise, prend des machins, mange, se fait livrer. Enfin, honnêtement, c'est n'importe quoi. Et un petit coup de micro-ondes quand même. Toujours un petit coup de micro-ondes. Et moi, je pense que c'est vraiment il faut sacraliser le repas. Que ce soit la maman ou le papa qui prépare les repas, la mère ou le père, il faut que ce soit un moment de famille, parce que le lien de la famille est très important. Alors, je vous ai posé une question. Quand quelqu'un vient vous voir et qui vous dit quel est mon poids de forme, combien je devrais peser pour ma taille ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors ça c'est la question. J'étais sûr que c'était vous qui me poserez cette question, parce que pourquoi on pose pas cette question ? Parce que les études sur l'évolution du poids des individus, c'est extrêmement difficile. Vous voyez bien. Et personne ne vous dit combien je devrais peser ? Bien sûr, parce qu'il y a le poids de rêve, le poids santé et le poids de forme. D'accord ? Le poids de rêve, c'est quoi ? C'est qu'on s'imagine toujours se revoir à 18 ans ou à 20 ans. Et on a envie de redevenir cette personne mince. Alors bien entendu, je parle des gens qui ont, si vous voulez, un poids classique. Je ne dis pas normal, parce qu'il n'y a pas de poids normal. On est tous les enfants de nos parents et de nos grands-parents. On hérite d'hérédité, d'accord ? Et à un moment, si on a des grands-parents obèses ou si on a des parents obèses, il y a des risques de devenir obèse génétiquement. Pas parce qu'on mange n'importe quoi, parce que le truc, c'est que génétiquement, on est fait pour stocker. Et je rappelle, et je le dis aux gens qui sont obèses aujourd'hui, que ces gens-là ont été bénis par la nature ou par le Créateur. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 siècles, ces gens-là. Il y a 2 siècles. On était tous à 95% des agriculteurs ou des pasteurs, en gros. Donc il fallait... Le matin, on se lève, on va chercher de l'eau. Après, on va traire les bêtes. Après, on va rentrer les foins. Après, on va machin. Ou après, on va travailler en ville. Vous voyez ce que je veux dire ? Ces gens-là, à l'époque, 2 siècles... Toujours en mouvement. Ils auraient été minces comme aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une telle offre alimentaire que quelqu'un qui a tendance à stocker... Alors pourquoi ils sont bénis ? Parce que ces gens-là, ils stockaient. Et donc, ils survivaient. Ils avaient une descendance. Ceux qui n'arrivaient pas à stocker et qui, en mangeant un quignon de pain, qui ne résistaient pas, la première famine ou la première épidémie, les malheureux, ils disparaissaient. Alors que ceux-là, ils restaient. Et aujourd'hui, cette génétique qui leur est favorable se retourne contre eux. Donc, pas de culpabilité. Quand on a un problème d'obésité, il faut arrêter la culpabilité et de voir des ados... On est d'accord que toutes les obésités sont génétiques. Ah oui. Donc voilà. Oui. Sauf psychiatrie. Oui, il y a des gens qui ont des problèmes psychiatriques, là qui font des espèces d'addictions, de compulsions, mais ça c'est autre chose, et c'est extrêmement rare. Quand on grossit, ça n'est pas, il faut le dire aux gens, arrêtez de culpabiliser les gens, arrêtez de dire à un ado, t'es gros parce que tu manges, arrêtez de dire ça, il est gros parce qu'il a les gènes pour être gros. Voilà, donc ça, après il y a des traitements. On s'occupe d'adolescents, on sait ce qu'il faut faire. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il faut être honnête. C'est pas facile de se battre contre sa génétique. On peut pas refaire les gènes aujourd'hui, d'accord ? Mais il faut arrêter la culpabilité parce qu'on pourrit la vie de ces gens-là. On l'a pourri. On a un regard qui est extrêmement dur. Et ça, franchement, je le dis, c'est dégueulasse. Voilà. Donc on est une génétique et on a hérité de nos parents et de nos grands-parents. Alors cette question qu'on se pose beaucoup à la rentrée, finalement.
quel est le poids qu'on devrait faire? Alors, voilà. Comment est-ce qu'on répond à cette question? Alors donc, je prends les précautions oratoires nécessaires. Il s'agit des chiffres classiques dans une population moyenne, dans un pays moyen, avec des revenus moyens. Hein. On n'est pas ni dans un pays qui ne mange pas, ni dans un pays qui mange trop. Hein. Il y a beaucoup de pays qui mangent trop, où on ne mange pas bien. Moi, je crois qu'en France, on est maintenant parmi les pays qui mangent trop. C'est-à-dire que le français a une particularité, et les francophones, je dirais, c'est très très drôle. C'est très francophone. On est obsédé par la bouffe. Les seuls qui parlent de bouffe pendant qu'ils mangent, c'est les francophones. D'ailleurs, la première question que les gens posent quand ils arrivent au bureau, c'est qu'est-ce qu'on va manger à midi? Voilà. Et après, c'est qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Donc, c'est tout, on est toujours et en train vous pouvez, dans un restaurant, voir les gens manger et dire... tu sais, ça, je l'ai goûté il y a 3 semaines, c'était différent. Il y avait les gens, le français, et c'est ce qui rend le français et les francophones sympathiques. Parce que manger, c'est essentiel. Si on mange pas, on meurt. Hein, je rappelle. Hein. C'est quand même un acte fondateur, un acte sacré de manger. C'est pour ça qu'il faut respecter le temps du repas. Il faut pas l'expédier. Donc le poids. En fait, il y a des études qui ont été faites dans les années 70 et qui ont montré, donc c'est vieux, hein, mais vous savez, il y a des bonnes études qui datent... Oui, ça fait un demi-siècle. Ça fait un demi-siècle, mais si elle est bonne, hein, l'étude. Bon. En fait, globalement, à partir de 20 ans, on prend 1 gramme par jour. Voilà. Jusqu'à 55-60 ans, on va les perdre. En gros, ça veut dire que on prend techniquement, on prend 3 kilos par dizaine d'années. Voilà. Donc, pas de culpabilité sur le fait de grossir un peu. Pourquoi? Parce que, alors bien entendu, toutes choses égales par ailleurs. Si vous êtes un extraordinaire sportif depuis l'adolescence et que vous continuez et que vous êtes comme ça et qu'on voit vos pertes d'abdominaux, ça ne s'appliquera pas à vous. Mais ça s'appliquera, disons, à la plupart des gens. Deuxièmement, il y a des kilos techniques liés à la grossesse. Quand on a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, eh bien, il est parfois difficile de revenir au poids initial et il y a toujours un petit kilo de taxe par enfant. Donc, si les gens qui nous écoutent veulent savoir quel est leur poids normal, parce que ça ne veut rien dire. Oui, mais ça veut rien dire, mais ça donne une idée. Voilà. Et vous prenez votre poids à 20 ans, vous mettez 3 kilos de plus par dizaine, grosso modo, encore une fois, hein, d'accord. Et vous ajoutez entre 1,5 et 1 kilo par grossesse pour les femmes. Voilà. Par parenthèse, il y a des gens qui à 20 ans se trouvaient déjà gros. Hein. Eh oui, mais ça c'est la génétique. Mais qui ne l'étaient pas. Hein. Mais c'est la génétique. C'est la génétique. Vous pouvez être rond à 20 ans, vous êtes rond à 20 ans. Donc à ce moment-là, il faut prendre les mêmes critères. Et après, à 60 ans, on commence à perdre du poids. Parce qu'à 60 ans, que ce soit pour l'homme ou la femme, on a moins d'hormones sexuelles. Donc on fait moins de muscles. Et vous savez que le muscle est plus dense que la graisse. C'est-à-dire qu'à volume égal, le muscle pèse plus lourd. Donc on va perdre du muscle. On va perdre aussi malheureusement un peu de calcium dans les os. Vous savez que l'ostéoporose, qui est le fait de perdre des os, du calcium dans les os, surtout chez les femmes, est quelque chose qui est très lié à la ménopause et qui fait que, voilà. Alors, et donc, on va perdre du poids, mais c'est du poids technique, c'est-à-dire c'est du poids osseux, c'est du poids musculaire, et voilà. Et c'est ce qui fait que, et devinez quel est un des meilleurs traitements pour l'ostéoporose, à part les grandes ostéoporoses qui nécessitent des traitements médicamenteux, c'est l'exercice physique. Et vous savez pourquoi? Parce que ça renforce. Parce que quand le muscle se contracte, il tire sur les épiphyses, c'est-à-dire les bouts des os. C'est dans les bouts des os qu'il y a les cellules qui font la croissance des os, en fait, le renforcement des os. Et en créant une contrainte, on crée une ossification. Donc si on a suffisamment de vitamine D, du calcium et qu'on fait de l'exercice, on résout une grande partie du problème de l'ostéoporose. Malheureusement, souvent, beaucoup de femmes pensent qu'après la ménopause, c'est fini. Non, mesdames, après la ménopause, tout commence. C'est des vieux messages. Enfin, c'est des vieux messages qui ont été véhiculés pendant des années. On les a encore. Quand on est à la ménopause, c'est pas pour ça qu'on n'a plus de désir sexuel, c'est pas pour ça. On peut avoir des problèmes de type sécheresse vaginale qui peuvent être compensés par des traitements, il n'y a pas de problème. On peut aussi prendre des traitements substitutifs, mais la ménopause qui est souvent liée à l'ostéoporose, on peut la combattre et il ne faut pas que ce soit dans la tête, la ménopause. Il n'y a pas de ménopause dans la tête. Voilà, et le docteur Réginald Alouche est avec nous. Je rappelle que dans quelques jours, vous republierez la nouvelle version de votre méthode hépato-détox chez Albin Michel, qui est un best-seller. En médical, hein. C'est vrai que les livres médicaux ne sont pas toujours des best-sellers. Oui, parce qu'on parle d'un sujet dont personne ne parle en fait souvent. Si, il y a mon confrère Perlmutter qui est excellent dans ce domaine. Sur le foie. Ouais. Mais le foie, on n'en parle pas. Gabriel. Gabriel Perlmutter.
que je salue, mais on ne parle pas souvent du foie. Et le foie, pourquoi ? Parce que c'est un organe qui ne fait jamais mal, puisqu'il n'y a pas de terminaison nerveuse, mais qui encaisse beaucoup. Il a été créé pour ça, pour encaisser, détoxifier, mais parfois il faut un peu l'aider. Alors, on a vu à peu près le poids qu'on devrait faire, en théorie. Maintenant, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un poids santé ou un poids idéal ? Alors pourquoi la question est difficile ? Parce qu'on s'est aperçu, par exemple, je vous donne un exemple, que avoir un peu de graisse sous-cutanée, juste, vous savez, au niveau du ventre, mais pas à l'intérieur, dans le péritoine, où il y a tous les organes, l'intestin, le côlon, le foie, mais juste à l'extérieur, avoir un petit ventre, eh bien, et un petit peu de gras un peu sur les cuisses, ça protège. Ça protège de certaines maladies et du cancer. Vous voyez, c'est paradoxal. Donc ça voudrait dire qu'un très léger surpoids, en termes de santé, je ne parle pas en termes d'esthétique. Non, je vous interroge délibérément sur la santé. Voilà. Sur la santé, avoir un tout petit surpoids, c'est pas très très grave. Au contraire, ça peut être protecteur. Vous voyez, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut intégrer à la fois la santé, c'est-à-dire une capacité qu'a votre poids à vous protéger, mais à ne pas vous faire tomber malade, parce que si vous êtes trop en surpoids, à ce moment-là, vous allez avoir un métabolisme qui va être modifié. Et puis, le fait de l'esthétique, c'est-à-dire de dire, j'ai pris du ventre, je suis pas belle ou je suis pas beau, je me sens pas bien. Parce que quand on prend du ventre et qu'on se regarde dans la glace et qu'on se trouve pas beau ou pas belle, eh ben, on perd un peu l'estime de soi. Si on perd un peu l'estime de soi, on va accepter des autres des choses qui sont inacceptables. Enfin bon, je vais pas dérouler toute la pelote. Oui, mais c'est la spirale. Voilà, c'est la spirale. Donc après, on est un peu dépressif. On se dit, de toute façon, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Et donc, on est dans le bashing. Et à ce moment-là, vous savez que quand on est un peu dépressif, on a l'immunité qui diminue. On est un peu. Vous voyez, c'est donc le poids. Derrière votre question qui paraît limpide, en fait, vous touchez un truc très important. Pourquoi ? Parce que le poids, c'est fondamental. C'est la première indication de savoir si vous êtes en bonne, en moyenne ou en mauvaise santé. Alors moi, quand j'interroge des obèses, ils disent, mais on peut être obèse et en très bonne santé. Et l'obésité n'est pas un indicateur, ou le surpoids n'est pas un indicateur de mauvaise santé. Parce que quand on est obèse, ils ont raison, on peut avoir tous les indicateurs biologiques au vert. C'est pas parce qu'on est obèse. D'ailleurs, un obèse, qu'est-ce que c'est ? C'est que lorsqu'il mange, il stocke. Quand vous n'êtes pas la capacité de stocker, qu'est-ce que va faire le foie ? Il va laisser circuler les graisses et les sucres. Et donc, c'est là où on va avoir le prédiabète et les maladies d'hypercholestérolémie et d'hypertriglycéridémie. La personne qui est obèse, c'est quelqu'un qui est capable de fabriquer des zones de stockage. Voilà. C'est-à-dire que tant qu'on peut finalement fabriquer des zones de stockage... Oui, tout à fait. Vous avez des très grands obèses qui ne sont jamais diabétiques, parce qu'ils stockent. Vous voyez, vous rentrez des boulons dans l'usine, et dans l'usine, vous êtes capable d'avoir des stockages quasiment indéfinis. Il y a d'autres personnes qui, elles, à un moment, génétiquement, elles ne peuvent plus stocker. Et c'est à ce moment-là où vous avez les problèmes. Mais j'ajoute que pour un obèse, le problème, ce sera d'abord un problème ostéo-articulaire. Parce qu'on a un squelette qui est fait pour un poids moyen. Si on est obèse, on peut avoir à terme, au bout de plusieurs dizaines d'années, on peut avoir des problèmes au genou. Vous savez que sur chaque genou, il y a la moitié de votre poids. Donc, si vous faites 80 kg, vous avez 40 kg sur un genou. Si vous faites 140 kg, vous avez 70 kg sur un genou. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Votre dos, vous voyez, il y a des choses indirectes dans l'obésité. Mais encore une fois, pas de culpabilité vis-à-vis des obèses. J'ai réécouté les émissions qu'on avait faites, Dr Alouche, cet été. Alors, je me suis posé une question, j'ai dit, je vais appeler Colombo. Dans une émission, vous nous expliquez qu'au final, c'est le cerveau qui décide du poids qu'on va faire. Oui. En gros, grâce au fameux pondérostat dont vous avez parlé. Donc finalement... Qui est génétiquement codé. Comment on sait quel est le poids que notre cerveau a décidé qu'on fasse ? Ça, le pondérostat, vous vous souvenez, c'était cette émission que j'ai revue aussi. Parce que dont on a beaucoup parlé et qui a été beaucoup reprise d'ailleurs. Le thermostat et le pondérostat, ce sont des systèmes basiques, archaïques, mais qui font la vie des femmes et des hommes. Parce que le thermostat, si notre température monte trop, eh bien le cerveau ne le supporte pas. Si notre température descend trop, c'est l'hypothermie, on en meurt, par œdème cérébral. Vous savez, c'est le problème des gens qui vont à 10 000 mètres sur des montagnes et qui, à un moment, s'arrêtent. Le cerveau refroidit, il ne s'arrête plus, il ne marche plus, et c'est fini. On les retrouve dans la même position quelques jours après. Mais le pondérostat, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est aussi très fruste et très archaïque, et qui est hérité.
C'est vraiment, on l'hérite de nos parents, de nos grands-parents. On est le fruit de l'hérédité de nos grands-parents et de nos parents. C'est pour ça que souvent je vois des parents qui viennent avec des adolescents qui sont obèses alors que eux ne le sont pas. Mais souvent je demande, mais les grands-parents, ils étaient comment? Parce que n'oubliez pas, les grands-parents, dans un enfant, ils ont 25% chacun. C'est-à-dire que les parents, on est le fruit de cette hérédité. Et si les grands-parents, un des grands-parents est obèse ou diabétique, eh bien, il y a probablement plus de risques. De type 2 ou de type 1? Alors, de type 2. Le type 1, c'est une maladie, je rappelle. Génétique. Le diabète de type 1, c'est une maladie génétique auto-immune. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant, un jour, à la suite d'une infection, parfois même d'un choc émotionnel, va développer des anticorps contre son propre pancréas, détruire son pancréas. Voilà. Et je tiens à dire aux parents qu'ils n'y sont pour rien. Je tiens à dire aux mamans et aux papas que quand on a un enfant diabétique de type 1, vous n'y êtes pour rien. Pour rien. C'est la génétique. Parce qu'il y a souvent une culpabilité de la part des parents en disant mon fils, ou ma fille, elle a un diabète de type 1, c'est en fait un peu de ma faute, il y a quelque chose que j'ai pas fait. Non, vous n'avez pas fait quelque chose. Si il le déclare à 10 ans, dites-vous que s'il l'a déclaré à 10 ans parce qu'un jour il a eu un choc émotionnel ou parce qu'il a eu une petite maladie que vous n'avez pas fait attention, il aurait pu le déclarer comme nourrisson. Donc sans aucune... voilà. Donc ça c'est le diabète de type 1, c'est une maladie qui fait à peu près 10% des diabètes. Et puis vous avez le diabète de type 2 qui fait 90%, c'est une autre maladie, le diabète de type 2. Ça s'appelle du même nom, mais le diabète de type 2, c'est une maladie au fait des gens qui ont des facteurs génétiques favorisants, mais aussi des facteurs d'environnement, de comportement alimentaire et de sédentarité. Voilà. Donc c'est facile à combattre. C'est pour ça que moi je fais partie, aujourd'hui, beaucoup de médecins sont passés en fait d'une sorte de... On regarde le diabète évoluer, on donne des traitements, à l'intensification thérapeutique. C'est-à-dire qu'on traite très tôt. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux donner des médicaments très tôt, voire 1, voire 2, et puis se débarrasser de cette maladie pendant qu'il est temps, et puis après on arrête les médicaments. Plutôt que de dire, à vie, je vais prendre 2-3 médicaments. Vous voyez, il y a vraiment aujourd'hui, la plupart des médecins français, maintenant, sont dans l'intensification thérapeutique et il faut lui couper la tête au diabète. Il faut lui couper la tête, il faut l'arrêter, ne le laisser pas rentrer. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout à l'heure, je vous ai donné les chiffres. La normale 0,7 à 1,05. Entre 1,05 et 1,26, c'est le prédiabète. Mais sachez qu'au niveau de prédiabète, qui n'est pas encore le diabète de type 2 installé, il y a déjà des troubles de la microangiopathie. C'est-à-dire que le sucre dans les tuyaux, il enflamme un peu les petits tuyaux, la microangiopathie. Je rappelle les petits tuyaux, c'est les yeux, le rein, les nerfs. D'accord ? Mais il faut des années au diabète pour user. Vous savez, c'est comme on parle beaucoup des oléoducs. Les oléoducs, oui. il faut les racler, vous savez, de temps en temps, faire de la maintenance. Il faut enlever, parce que le pétrole, quand il coule, ou le gaz, quand il coule, ou quand il est véhiculé, eh bien, il y a des scories, il y a des impuretés, il faut le nettoyer. C'est la même chose avec le diabète. C'est-à-dire qu'à force, eh bien, les vaisseaux sont usés par le sucre en trop grande quantité. Et cette inflammation, donc, de bas grade, comme vous l'appelez, voilà, c'est-à-dire qu'après, il y a des réactions... Elle est mauvaise pour l'organisme. Exactement, parce qu'un vaisseau, c'est très facile à comprendre. Quand vous avez un vaisseau sanguin qui est usé un peu comme ça par le sucre, c'est très très léger, mais si vous regardez au microscope la surface de votre artère à l'intérieur, de votre petite artère, il y a des petites montagnes comme ça, des petites scories. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez un peu de triglycérides, un peu de cholestérol? C'est du gras. Le gras, il va être arrêté par les petites montagnes et il va se déposer sur la petite montagne. Alors au début, il se dépose un petit peu, puis après... l'artère, elle va réagir, elle va faire un peu de calcium, elle va se calcifier, et c'est le début de l'athérosclérose. Mais ça met des années et des années. Donc si ça met des années et des années, profitez-en pour faire ce qu'il faut, c'est-à-dire faire de l'exercice, manger différemment, ne pas abuser des féculents, ne pas abuser du pain. Je vous rappelle le pain qui est une bénédiction, mais le pain, c'est du glucose, c'est du sucre fermenté. Ça veut dire quoi? On lève le pain. Donc si on le lève, c'est qu'on le fermente. C'est que des micro-organismes ont déjà commencé à le boulotter et quand vous l'avalez, vous le stockez tout de suite. C'est le problème du pain. Donc le pain, vin, fromage, les 3 fermentés. D'ailleurs, je me rappelle d'une émission où vous disiez que si on veut perdre
on va dire, 1/10 de son poids, il faut supprimer les 3. Vous faites, oui, parce que j'ai des amis, des copains. Le PVF, ce que vous appelez le PVF. Qui me disent, ouais, avec tes trucs, vous voyez, d'un revers de main. Et je leur dis, fais PVF. PVF, c'est pas de pain, pas de fromage pendant un mois et tu verras, tu perdras 3 kilos. Techniquement. Parce que c'est fermenté. Pourquoi d'ailleurs l'homme a fermenté? Vous savez pourquoi on a fermenté? Pourquoi est-ce qu'en fait, on fait du pain, du vin, du fromage, du tofu? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que vous avez tous les pays qui avaient beaucoup de gens à nourrir. Les Égyptiens, par exemple. Les Égyptiens, les anciens, les pharaons, c'était un empire puissant. Pourquoi puissant? Parce qu'ils avaient du monde. Quand vous avez du monde et que vous vivez dans un désert, avec juste la vallée du Nil pour vous donner à manger, qu'est-ce que vous faites? Il faut que chaque calorie produite soit stockée. Sinon, vous ne pouvez pas faire vivre les gens. Ouais. D'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Égyptiens ont inventé la fermentation. Et on fait lever le pain. C'est les Égyptiens qui ont inventé. D'ailleurs, quand vous allez au Moyen-Orient, vous allez au Liban, par exemple, ou en Syrie, on ne mange pas de pain ferme, on mange pas de pain levé. On mange des galettes. Ouais. Voilà, c'est un pain plat. C'est les Égyptiens qui ont inventé la fermentation pour des raisons économiques. Les Japonais, pourquoi les Japonais sont les rois de la fermentation? Les Japonais, ils sont plus de 100 millions sur une île où il n'y a pas de terre. Donc tout ce qu'on mange, il faut qu'ils les stockent, parce que sinon, le peuple ne pourra pas vivre. Donc, d'ailleurs, la ville la plus peuplée du monde, ça doit être Tokyo, ce qu'on ne sait pas forcément. C'est pas Mexico City? Non, c'est Tokyo, je crois. C'est Tokyo? Ouais. Je ne savais pas. Mais on ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Parce que sait pas. Mais ils sont là. Donc il faut... on fermente tout. C'est pour ça que vous voyez le poids. Il faut surveiller son poids. Pourquoi il faut surveiller son poids? Parce que, je reviens sur le sujet, parce que les grandes variations de poids sont une indication de votre santé. Si vous prenez des kilos d'un coup, posez-vous des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans mon comportement, le fait que je fais plus d'activité, je mange peut-être trop de trucs, c'est une indication. Je perds du poids d'un coup. Pourquoi je perds du poids? C'est pas normal de perdre du poids d'un coup si j'ai pas fait d'effort. Si vous avez fait des efforts, c'est mieux. Si j'ai pas fait d'effort et que je perds du poids, il faut aller voir son médecin. Pourquoi je perds du poids? Avec le docteur Réginald Alouche. Alors moi je reviens à la question que je vous posais tout à l'heure, docteur. Si le cerveau a décidé ou a enregistré pour nous dans son logiciel un poids idéal, ou un poids qui... son poids. Bon. Parce que déjà idéal, on le juge. Alors nous, comment déjà on va atteindre le poids que le cerveau a décidé pour nous? Comment on le sait? On ne le sait pas. On ne le sait pas. On ne le sait pas. C'est-à-dire que c'est pour ça que d'abord il faut se peser une fois par semaine. Ça ne sert à rien de se peser tous les jours. Pour une bonne raison, c'est parce que souvent vous avez des gens qui vous disent: docteur, je ne comprends pas. Je me suis levé ce matin, j'ai pris 500 grammes. Alors je vais tout de suite tordre le cou à ça. C'est qu'en fait 500 grammes, si vous voulez prendre 500 grammes, ça correspond à... si vous avez mangé du gras et du sucre, en gros, le sucre c'est 4 calories par gramme et le gras c'est 9 calories par gramme. On va prendre une zone intermédiaire de 7 calories, on a une sensation. C'est-à-dire que vous avez mangé, c'est 100 x 7, 35, vous avez mangé 3500 calories le soir. Ça fait beaucoup. 3500 calories. Plus que vous avez mangé dans la journée. Parce que c'est le poids en plus. Donc c'est la ration d'un homme très actif, ça. C'est la ration d'un coureur cycliste du Tour de France, qui doit faire 3 cols. D'accord? Donc, ça n'est pas possible, c'est de l'eau. Et c'est particulièrement sensible chez les femmes, parce que les femmes, par exemple, en période menstruelle, 3-4 jours avant, vont stocker de l'eau, parce qu'il y a une imprégnation hormonale plus supérieure. Donc, c'est vrai que... il faut se peser tous les jours, il faut le faire si on a une balance à impédance-métrie. C'est-à-dire, vous savez, ces balances qui donnent la masse grasse et la masse maigre, et qui permet justement de faire la différence entre l'eau... Parce que la masse maigre, en gros, c'est quoi? C'est les muscles, les organes, les os et l'eau. Donc l'eau en variable. Et la masse grasse, c'est que le gras. D'accord? Et c'est donc la balance vous donne la répartition. Voilà, ça s'appelle des balances à impédance-métrie. Il y a on ne peut pas donner de marque, mais il y a une célèbre marque française qui marche très très bien. Je vais la donner, qui s'appelle Withings, et qui font un... Comment ça s'appelle? Withings. Dit comme ça n'a pas l'air super français. WITHINGS. Parce que monsieur, quand on veut vendre des produits français, il faut les mettre en anglais, parce que c'est comme ça, c'est malheureux, mais la soft culture, elle est anglaise aujourd'hui. Okay. Et voilà, donc il vous donne après... alors il y en a d'autres, il y a Terraillon qui en fait une, il y a plein de marques, vous en choisissez une. Il faut une qui a une application assez élaborée et qui va vous donner les courbes de variation de votre masse grasse et votre masse maigre. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir sa masse maigre augmenter et sa masse grasse diminuer. Parce que les masses maigres,
elle a un intérêt énorme, c'est que vous avez compris que, comme dans la masse maigre, vous avez les organes, les os et les muscles, plus l'eau. Quelle est la seule variable possible pour augmenter la masse maigre? Les muscles. Vous n'allez pas changer vos os, vous n'allez pas changer vos organes, vous n'allez pas changer votre squelette. Donc, quand vous prenez du muscle, pourquoi? Parce que 1 kg de masse maigre, brûle, sans bouger, 30 calories par jour. Donc, plus vous augmentez votre masse maigre, c'est-à-dire votre masse musculaire, plus vous allez augmenter le nombre de calories que vous allez perdre sans bouger, en dormant. Voilà. C'est pour ça que l'exercice physique, ça ne permet pas de maigrir, au fond. Ça permet d'augmenter son métabolisme de base, c'est-à-dire son empreinte carbone. Qu'est-ce qu'on brûle sans bouger? C'est l'empreinte carbone, on va faire mode. Et à ce moment-là, vous allez, quand vous mangez, vous allez brûler ce que vous mangez. C'est tout. On parle de poids, de kilos santé ce matin, et vous n'avez pas prononcé une seule fois l'expression de IMC, indice de masse corporelle. Est-ce que c'est à dessein ou pas? Non, en fait, c'est à dessein, et oui et non, parce que l'IMC, c'est très frustre. En fait, l'IMC, qu'est-ce que c'est? L'index de masse corporelle, il y a énormément d'index pour calculer le poids. Si vous allez sur Internet, il y a Croft, il y a machin, il y a truc, il y en a 20. Alors, puis il faut aimer les maths, parce qu'il y en a une, elle a à peu près 12 variables. Enfin, c'est extraordinaire, il y a des exponentielles, il y a de l'intégration, c'est génial. Voilà. L'IMC, c'est simple, ça a été retenu par tout le monde, d'accord? C'est le poids sur la taille en mètres au carré. Voilà. Sauf que ceux qui sont contre vous disent que ça ne prend pas en compte le poids du squelette. Ça prend très peu en compte la minéralisation des os. Ça ne prend en compte que dans la courbe de Gauss, il y a la cloche de Gauss, que 80% à peu près des gens, il y a des 20% pour lesquels ça ne marche pas. Les grands sportifs, ça ne marche pas. Les très grands, ça ne marche pas. Quand vous avez 2 mètres, ça ne marche pas. Donc, ça donne en fait, quand vous faites ce calcul, donc si vous pesez, je sais pas moi, 80 kilos et que vous mesurez 1m80, 1m80 par 1m80, ça fait, vous allez me le dire tout de suite, 3,25. Je vais pas vous le dire. Et en fait, la normale, c'est entre 18 et 25. Voilà. Entre 18 ça, c'est et 25. l'IMC. En fait, l'IMC. Si vous avez un IMC entre 18 et 25, voilà, vous êtes bien. Vous êtes bien. En dessous de 18, vous êtes trop maigre. Au-dessus de 25 jusqu'à 30, vous êtes en surpoids. Alors 30 au-dessus, vous êtes en obésité. 30-35, obésité. Plus de 35, obésité dite morbide. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir. Ça veut dire qu'elle a des comorbidités, c'est-à-dire des facteurs de complications possibles. J'aimerais qu'on parle des gens dont on ne parle jamais. Finalement, on a l'impression que tout le monde est trop gros, mais il y a quand même une grande majorité de gens dont le poids est stable. Oui. Qu'est-ce qu'on a à apprendre des gens dont le poids est stable et comment expliquer que leur poids est stable? D'abord, encore une fois, c'est une génétique. Il y a des gens qui ont un poids, ok, donc je l'ai dit 10 fois, donc je le dirai. Non, mais c'est vrai qu'on parle jamais des gens, quoi. Donc ça veut dire que génétiquement, il y a des gens prennent pas de kilos. Ils prennent pas de kilos. Mais, quand vous regardez leur mode de vie, souvent ce sont des modes de vie, et ça n'est pas péjoratif. Parce que pour moi, c'est le luxe absolu, routinier. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des routines alimentaires. Et la bonne alimentation, s'il y a une chose à retenir sur la bonne alimentation, c'est que la bonne alimentation, c'est la routine avec des fiestas. Voilà. C'est-à-dire que vous mangez... Moi, je suis d'une génération où à la cantine, il y avait un tableau. Lundi midi, on mange ça. Lundi, mardi, on mange ça. Le vendredi, c'est le poisson. Et c'était toutes les semaines la même chose. La même chose. C'est pas compliqué, c'était la même chose. Alors au début, on dit, mais la réalité, c'est que c'est ça qu'il faut faire. Il faut avoir une routine. Passer du temps, aller dans les marchés, aller chez Picard, aller chez machin, regardez ce qui vous plaît. Essayez de vous faire ce tableau avec quelque chose de raisonnable qui vous plairait de retrouver une fois par semaine. Le midi, une fois par semaine le soir. C'est le secret, en fait, finalement. C'est le secret. Et faites les fiestas et profitez parce que vous êtes sûr en faisant ça. Si vous ne mangez pas trop de pain à côté, si vous ne faites pas de délire et si vous ne vous levez pas la nuit pour manger du chocolat parce que vous n'avez pas pris de collation l'après-midi, parce que c'est ça, en fait, le problème, eh bien, à ce moment-là, la routine avec les exceptions. Mais ça marche à tous les coups. Et c'est la vie depuis des millénaires. Toutes les fêtes religieuses, c'est quoi les fêtes religieuses? Dans les fêtes religieuses, on réunit la famille et on met une belle table. Parce qu'on est content d'être ensemble, on est content d'être ce qu'on est, on est content d'être croyant, on est ensemble et on fait la fête. Mais dans le reste de l'année, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Et c'est ça la réalité. Routine avec exception. Mais est-ce qu'ils ont d'autres choses? Qu'est-ce qu'on a à apprendre d'autres de ces gens dont le poids est stable? C'est que dans cette routine, ils ont aussi souvent une routine, soit ils marchent beaucoup, soit ils font de l'exercice.
Mais comme ça, ils font pas. Si vous voulez, il y a Ils rien. réfléchissent pas, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, exactement. Ils ont vécu, ils étaient jeunes, ils faisaient du sport, ils voyaient leurs parents faire du sport, ils faisaient du sport. Pour eux, ça se pose pas de questions. Ils prennent leur sac, ils vont nager, ils vont courir, ils vont machin. Il n'y a pas. Alors je veux être en bonne santé, donc il faut que je cours. Il y a une espèce de. Et c'est ça qu'il faut enseigner à nos enfants. Nos enfants aujourd'hui, moi je considère qu'ils sont un peu en danger. Ils sont un peu en danger. Parce que la digitalisation de la société fait qu'on vous apporte tout sans bouger. Il faut bien voir d'où on vient. On est tous des enfants d'agriculteurs ou de pasteurs. Moi, je viens d'un pays où il y a la pastorale, c'est très important. Voilà, quand vous parlez de pasteur, c'est pas au sens religieux. Non. Pasteur, c'est les gens qui ont des chèvres et des brebis. De toute façon, mon nom est clair. Donc, c'est vraiment un... C'est-à-dire Alouche. Oui. Alouche, voilà. Donc Alouche, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, c'est quoi Alouche, c'est le mouton. Ou l'agneau, je sais pas. Je suis pas... voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que probablement ma famille vient de ça. Et j'en suis très fier. Et donc, ça veut dire quoi ? Allons-y jusqu'au bout. Ça veut dire que nous avons des gènes de pasteurs. C'est-à-dire qu'on n'était pas habitué à manger de la viande de bœuf. On était habitué à manger des ovins et des caprins. Vous voyez ? Donc, nos gènes sont plus vers la chèvre et la brebis que vers la vache. La vache, c'est... Lorsque l'homme s'est sédentarisé, il a trouvé dans la vache un outil économique extraordinaire. Vous faites des céréales, vous faites manger la vache, elle vous donne du lait et de la viande et un veau par an. C'est extraordinaire. Alors que la chèvre et la brebis, le lait en hiver, les gens qui m'écoutent, qui savent ce que c'est, le lait de chèvre et de brebis en hiver, il n'y a pas de gras, parce que l'herbe n'est pas grasse. Donc c'est compliqué. Il n'y a pas la stabilité de la vache. Pourquoi tout le monde fait de la vache ? Parce que la vache, économiquement, c'est extraordinaire. Pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que, en fait, ce qu'il faut, c'est prendre l'habitude de bouger. On est les enfants de ces gens-là. Ces gens-là, ils marchaient toute la journée. Toute la journée, ils marchaient. Ils allaient à droite, ils allaient à gauche. Je ne parle même pas des caravanes, je ne parle même pas de tout ça. Là, c'est homérique. D'accord ? Donc, et du coup, en un siècle, on a figé tout le monde, on a mis tout le monde dans des cases, avec des jeux, avec des ordinateurs et avec la livraison à domicile. Vous pensez franchement que ça va bien se passer ? Est-ce qu'il faut être médecin pour comprendre ça ? Est-ce qu'on ne veut pas comprendre ce qui est en train de se passer, de se produire ? La digitalisation apporte d'extraordinaires choses. Il faut pas faire le vieux con en disant non, c'est de... Oui, d'accord ? Il y a aussi du bien. Mais il faut savoir la gérer. C'est comme la profusion alimentaire. Il y a tellement d'aliments partout. Vous avez un magasin de chaussures qui ferme, vous avez un supérette qui ouvre. Il y en a partout. Donc, il faut que l'esprit critique et la force de conviction des gens s'expriment pour leur santé. Ça suffit, il ne faut pas aller trop fort. Il faut mettre de la distance. Et en mettant de la distance par rapport à ça, et en faisant marcher ses muscles, comme l'ont fait nos parents et nos arrière-grands-parents, eh bien, on va trouver cet équilibre qui va nous permettre de laisser le diabète loin. Vous savez, ce qui m'intéresse, moi, c'est de laisser le diabète là où il doit être. Parce que je rappelle qu'il y a 1 milliard de prédiabétiques dans le monde. 70% seront diabétiques dans les 10 ans. Si on continue comme ça, le vrai fléau, c'est pas tout ce qu'on nous montre à la télé. D'accord ? Le vrai fléau, il est là. Donc, on parle d'épidémie, de toute façon. C'est simple. L'OMS, mais de toute façon, l'OMS l'a détecté. L'OMS, et elle dit hors de contrôle. Ouais, c'est ça. Donc, d'accord ? On ne voit pas pourquoi il n'y a pas cette prise de conscience aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de symptômes. Oui, non, mais parce qu'aussi il y a des traitements. Non, il y a des traitements, mais le meilleur traitement, c'est que dès que vous avez... Des traitements qui intéressent les labos. Oui, mais vous savez, les labos... C'est une maladie chronique qui rapporte beaucoup de fric, le diabète. Les labos, c'est grâce à eux, on a des médicaments. Non, moi je veux bien tout sur les labos. Mais ça rapporte de l'argent. Bien sûr, ça rapporte de l'argent. On est dans un système capitaliste qui fait que quand vous avez une société, si vous ne faites pas de bénéfices, vous n'existez pas. C'est comme ça. S'il y avait un autre régime, peut-être l'autre régime, c'est bien. Aujourd'hui, on vit là-dedans. Mais il faut arrêter, il n'y a pas de complot des labos. Les labos, s'il y a de l'argent à faire, ils le font. Je ne vous parle pas de complot, je dis que le diabète est une maladie chronique qui rapporte de l'argent. Qui est une vache à lait. Vous êtes pépère, quelqu'un qui est diabétique pendant 30 ans, ça rapporte. Voilà, exactement. Puis c'est un système un peu, on nourrit, on offre une... Parce que manger... Comme le cholestérol. Oui, manger, c'est lié à l'offre, pas à la demande. Bon, vous étiez content de retrouver le docteur Alouche. Moi aussi, vous le retrouvez en podcast et sur la vidéo.